chers collègues de Stélimac, en particulier ceux de Fret, mes collègues de Pointe-Noire, du Grand Niari, c'est-à-dire de Dolisie, Ankaï, Matingou, Wansa ou Brazzaville, et puis ceux de Olumbo, Gomboba, Uyo, Ouando et Ouesso. Et peut-être que nous aurons des agences encore dans d'autres localités. Donc, je pensais faire cette vidéo. Ce n'est pas que peut-être je connais plus, mais c'est dans le souci de toujours vouloir contribuer auprès de vous en partageant cette petite expérience que nous avons acquis et ce peu que nous connaissons. Pour compléter déjà, c'est que les collègues qui sont vos chefs d'agence vous transmettent là-bas comme connaissance et savoir dans vos agences respectives. Et sans aussi oublier les quelques moments où vous avez passé avec monsieur le défunt, qui est notre directeur de fret, en ce qui concerne votre département. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Excusez-moi, c'est le CA Christ de Nicalo 1 et Nicalo 2. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que mon cœur brûlait envie d'apporter un plus par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Donc nous allons parler de procédure de travail, nous allons parler de plan tarifaire et nous allons parler de bordereau et de reçu. Alors, en commençant d'abord ici, les procédures de travail, c'est un document que chaque chef d'agence détient dans son bureau et qui doit transmettre cette connaissance ensemble avec vous. Et si toi aussi, l'agent qui dépend de cette agence, tu as quelques difficultés ou il y a quelque part là où tu ne comprends pas, tu peux toujours te rabattre auprès de ton chef d'agence pour lui poser des questions. Et lui, il peut aussi faire recours à cette procédure de travail qui est un document très riche. Quand vous parcourez cela, vous allez découvrir certaines choses que vous étiez parfois ignorants. Ça nous aide, surtout les nouveaux qui viennent commencer, comment se former même eux-mêmes sur le terrain. Donc, dans les procédures de travail, on nous montre la manière de travailler, comment recevoir un client, comment il faut le taxer, comment se tenir devant le client, quel est le langage utilisé, etc., etc. La responsabilité de chaque poste que nous occupons. Donc, ça, c'est les procédures de travail. Et nous arrivons au bordereau. Le bordereau ici, chaque colis qui est reçus dans l'agence de service fret doivent être enregistrés et doivent apparaître les détails, bien sûr, sur ce bordereau qui est comme un acte de naissance du colis, donc qui accompagne le colis. Il faut savoir que le colis est arrivé en telle date, le colis a été reçu par monsieur un tel, le colis contenait telle nature d'objet. Et tout est là, vous en avez dans vos services. Nous arrivons au plan tarifaire. Le plan tarifaire ici, c'est un document qui a été revu parce qu'il y avait un ancien plan tarifaire qui existait, qui était aussi bien. Alors quand les responsables, qui sont les directeurs et certains chefs de service, comme les chefs d'agence, se sont réunis une fois pour examiner comment il fallait amender certaines choses. C'était pour la bonne marche de la société. Donc voilà pourquoi ils avaient travaillé encore sur les procédures, plutôt je dis quoi, sur le plan tarifaire. Donc dans le plan tarifaire, vous avez le prix de la plupart des colis, peut-être disons moins à 60%, comme ça, des colis que nous recevons habituellement dans nos agences. Maintenant, ces personnes qui sont les directeurs, à l'époque, monsieur le DAIP, monsieur Bankoussou, monsieur le défunt, qui est monsieur Lee, monsieur Darisha Jean Bouebo, qui est le DEL, parce que c'est lui à l'époque qui était l'ancien responsable des agences, donc son expérience par rapport aux années a été très bénéfique pour apporter à la modification de ce document. Et y compris les chefs d'agence de Stélimac se sont réunis
pour réfléchir comment il fallait innover certaines choses. Alors, ils ont aussi prévu, quelque part, si vous fouillez, vous allez voir que, par exemple, il y a là où ils avaient dit que, voilà, prenons le cas, c'est ça que je cherchais. Vous voyez ici, la page 6, on dit pièces de véhicule. Vous voyez les pièces de véhicule, souvent nous ne connaissons pas les prix, mais ils ont prévu. Donc ils avaient vu tellement très loin qu'il y aura certainement de difficultés parce qu'il y a des pièces de voiture qui coûtent très cher, mais que nous ignorons parce que nous ne sommes pas de la matière, ni des mécaniciens ou encore des vendeurs de ces pièces. Maintenant, ils ont prévu, au lieu d'inventer le prix, mais vous devrez taxer 10% de la valeur de cette pièce ou de ce colis. Je prends le cas. Quelqu'un vient avec un moteur de la Mercedes. Peut-être c'est un moteur d'une valeur de 1 million. Et si c'était vous, qu'allez-vous faire? Vous allez taxer à combien? À 20 000? Non, c'est trompé. Vous devrez demander au client la valeur de son moteur de la Mercedes. Et si vous donnez la valeur, une valeur peut-être, non, ma moteur a une valeur de 1 million. Vous lui taxez 100 000. Les 10%, c'est 100 000. Si le débat, en vous proposant, écoutez, je n'ai que 300 000, oui, c'est de l'argent que nous n'allons pas refuser, mais en ce net moment, vous accordez avec lui pour ramener la valeur. Plutôt, s'il vous propose que je n'ai que 30 000, vous vous accordez avec lui pour ramener sa valeur de 1 million à 300 000, sinon 250 000. À prendre ou à laisser. En fait, c'est comme ça que vous serez protégé. Et lui aussi, et la société aussi. Parce qu'il vous amène une marchandise de 1 million et vous lui demandez 5 000. Vous imaginez? Le risque zéro dans le transport n'existe pas. Nous avions des choses qui peuvent arriver, des événements, comme aussi des dommages où la pièce est endommagée. Vous voyez, ce n'est pas forcément un accident, mais la pièce peut endommager au cours du transport de cette pièce, le trajet que ça parcourt. Parce que c'est des véhicules qui vivent dans les virages, qui ont des dodanes que ça cadre, qui ont peut-être aussi quelque part là où la route n'est pas bonne. L'avion c'est différent, il se stabilise dans les airs, mais les véhicules ne peuvent se stabiliser sur le goudron. Donc la pièce peut être endommagée, et s'il demandait que la société lui paye cette pièce, c'est là où ça devient un problème, parce que lui, la pièce était une pièce d'une valeur de 1 million, mais lui, il vous a donné, par exemple, 10 000, dans l'ignorance vous avez accepté. Vous voyez, c'est une responsabilité qui risquera de tomber sur vous. Donc, les produits pharmaceutiques, c'est la même chose. Donc, tous les pièces ou les produits qui ne sont pas écrits ici dans le plan tarifaire, la cellule qui avait travaillé sur ce plan avait déjà prévu ce côté-là. Qu'on s'est enseigné le moment, quand vous avez parcouru votre document, votre tarif de colis, et que vous n'avez pas trouvé la nature de ce colis, en ce net moment, vous allez sur les 10% de la valeur de son colis. Alors, nous arrivons sur le reçu. C'est là où ça pose beaucoup de problèmes. Dans les plans tarifaires ici, vous voyez que nous repartons toujours sur le plan tarifaire. On nous montre, sinon on vous montre comment recevoir le client et comment tenir une courte conversation avec ce client. Pas en abusant de 10 à 20 minutes, parce que vous avez une chaîne de clients peut-être qui en attente, mais 2 à 3 minutes, vous avez tout résumé. Vous devrez toujours mettre, c'est bien écrit ici, reçu 2, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur, que vous connaissez déjà, vous avez l'habitude de faire, la somme, le montant que cela a payé, nature de colis. Il faut que la nature apparaisse. Il y a des choses parfois, on écrit parce que le plus souvent on dit non, il y a peu de place pour écrire le tout. Et le plus souvent, et dans les habitudes, on écrit un carton. Mais nous ne connaissons pas un carton de quoi. Quand on écrit un carton, c'est vague. Mais un carton de quoi? Ça peut être un carton de médicaments, ça peut être un carton peut-être de fruits, ça peut être un carton je ne sais pas de quoi. Vous voyez? Donc même la nature n'apparaît pas dans le reçu. Parce que le plus souvent, on dit non, il y avait peu de place, je ne pouvais pas tout écrire. Mais
vous pouvez rattraper ça en bas. Donc nous allons arriver là-bas. On dit la nature est nombre de colis. C'est ce que nous venons de dire. Vous écrivez le nombre, la nature, destinateur, le nom de celui qui reçoit, la date, etc. Mais non. Alors, il y a des objets. Sinon, il faut toujours demander parce que il y a un article, plutôt il y a un texte qui a été écrit et prévu pour vous les agents frais, c'est pour vous protéger et pour protéger aussi la société. Vous voyez ici, il y a un texte qui est en bas. Si vous lisez dans vos reçus qui sont devant vous, vous allez voir que l'article 1, on demande la déclaration de la nature et de la valeur du colis. Donc quand le client arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Parmi les éléments abordés, vous devrez lui demander la nature. Il y a des gens qui n'aiment pas ouvrir le carton, mais vous devrez tout leur exiger. Mais non, si jusqu'à la dernière minute ils refusent, vous saurez quoi faire. Mais la valeur doit être donnée, sinon la nature obligatoire. Parce que si quelqu'un n'ouvre pas, on ne sait pas, peut-être c'est des chambres, peut-être c'est de la drogue, peut-être c'est des munitions, peut-être c'est des objets que nous n'avons pas l'autorisation de transporter, ça peut être des produits inflammables, ou encore peut-être c'est je ne sais pas quoi. Donc vous voyez pourquoi nous demandons d'ouvrir, parce que nous n'avons pas de scanner comme à l'aéroport pour l'instant, pour voir et détecter ce qui est à l'intérieur. Donc il n'y a qu'avec nos yeux que nous devons voir. Donc nous devons toujours demander aux clients d'ouvrir et à la suite de scotcher. La nature et la valeur du colis. La valeur, c'est quoi? C'est le prix que le client déclare. Il dit, mon colis, je l'ai acheté à 10 000. Mon colis est à la valeur de 20 000. Et vous devrez mentionner cette valeur en bas. En découvrant cette valeur, ça vous permet aussi, ça vous aide même comment taxer ces colis. Peut-être que dans vos intentions, vous avez voulu le taxer 1500 pour un colis d'une valeur de 50 000. Mais le fait qu'il va vous dire la nature, la valeur est de 50 000, alors vous allez revoir votre tarification, votre prix que vous avez voulu le taxer. Donc, quand il vous donne la valeur, écrivez les valeurs VC, qui veut dire valeur déclarée. Le N, le VN, nous abrégeons VN qui veut dire valeur non déclarée. VN, sinon vous pouvez aussi écrire valeur non déclarée. S'il a déclaré, vous pouvez abréger VC. Donc, mais non, quand ça c'est déjà réglé, nous allons regarder les produits que nous transportons à risque et péril. Parce qu'en ce moment aussi, beaucoup des agents sont ignorants et d'autres payent même parfois dans l'ignorance. J'ai essayé de faire une liste ici de produits périssables et de produits fragiles. Je n'ai pas eu les moyens pour vous saisir ça et vous envoyer, mais si Dieu le veut, certainement, on verra comment saisir et puis vous envoyer ça. Mais vous pouvez retenir, les produits fragiles sont lesquels? Ce sont des produits qui se cassent facilement. Je répète, les produits fragiles que nous transportons à risque et péril. Risque et péril veut dire quoi? Que quand ce colis-là se casse, c'est gaspillé. La pièce est endommagée, le colis est endommagé. La société le transporte à risque et péril, c'est-à-dire la société ne paye pas ce qui est endommagé. Donc, vous avez les verres. Les verres, tels que les verres que nous buvons du jus de la bière, tout ce qui est en glace, tout ce qui est verre, nous les transportons à risque et péril. Les porcelaines et les céramiques, c'est des matières qu'on utilise, qu'on fabrique les assiettes. Donc, toutes les assiettes en cassable là sont fabriquées par des porcelaines, sinon de céramique. Ça aussi, nous les transportons à risque et péril. Nous avions la vaisselle, c'est-à-dire les assiettes. Nous avions les télés, TV, plasma ou ancien modèle. Nous avions les radios. Nous avions les machines à laver. Nous avions les ventilos. Nous avions les lièges. Les lièges, souvent on utilise ça pour protéger les damagants de vin. Donc ça aussi, ça risque et péril. Nous avions les cartons de vin ou de jus, les gondia, les coca.
tous ces cartons-là, nous les transportons à risque et péril. Parce qu'à cause du poids les uns les autres, ça peut endommager le carton et le jus commence à couler, ou les canettes de jus ou de bière. Nous avions les panneaux solaires, nous avions les machines à coudre, ceci fabriqué à base de fonte. Donc tout ce qui est bois, tout ce qui est plastique, tout ce qui est fonte ou aluminium, je répète, bois, plastique, fonte, aluminium, c'est transporté à risque et péril normalement. Maintenant, il faut s'accorder avec le client qui est en face de vous. Quand vous détectez que le colis est en fonte, en bois, en plastique ou en aluminium, vous devrez prévenir le client et écrire sur son reçu à risque et péril, qu'il soit conscient. Nous avons du côté de périssables, légumes, hein, ce que nous appelons ndunda. Légumes, les noix de palme, les fruits, toutes formes de fruits, les boissons, les tisanes, ou encore il y a de l'eau mélangée. Il y a de l'eau qu'on mélange avec d'autres produits. Ça aussi, c'est périssable parce que ça peut se décomposer en route par rapport à la vapeur. Nous avons les poissons de mer, d'eau douce, etc. Nous avons les chenilles, les viandes, les maniocs, ou tous les produits alimentaires transportés à risque et péril. Tous les produits alimentaires transportés à risque et péril. Donc, vous voyez, quand vous avez la connaissance de ce produit, même en tête, ça va vous aider comment s'accorder avec le client. Le client, il est flexible. Il accepte ce que vous lui proposez, mais tout doit se faire au départ. Donc, pour terminer sur le reçu, on demande la nature et la valeur. Pourquoi la valeur? Parce qu'il y a des clients au départ là, ils ne vous donnent pas la valeur. Le colis arrive, peut-être le colis se gare quelque part, le colis se gaspille, le colis rencontre un problème en route, et alors c'est là où il va vous amener une facture de 1 million. Que non, bon, mon colis, j'avais payé ça à 1 million. Vous voyez? Mais ça, la valeur, il aurait pu le déclarer au départ. Et quand un colis se perd ou se gare, la recherche, là, ça prend 30 jours. Donc, il faut faire attendre le client jusqu'à faire des avis de recherche dans toutes les agences, dans toutes les destinations. Et quand vous êtes rassuré que vous avez tout fait, mais il n'y a pas eu, parce qu'il faut aussi lancer des avis de recherche. Ou encore, quand vous avez un colis, surtout aux collègues de fret, permettez-moi, vous avez un colis qui n'est pas de votre agence. Vous arrivez le matin, vous quittez le soir, vous êtes conscient que le colis là, on écrit la destination Wesso, ou Oyo, ou peut-être Nkwiku. Mais vous êtes de l'agence de Dolizy ou de l'agence de Mazala. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'informer les collègues qui doivent recevoir ce colis. Que vous avez un colis ici, mais nous allons vous le voyer. Ça permettra, quand les collègues la reçoivent, les clients, le propriétaire, comment le rassurer que le colis ne s'est pas perdu, mais le colis s'est égaré à l'île de nos agences, ça va arriver. Et vous devez faire le tout possible que évacuer ce colis, de l'envoyer à la destination prévue, sinon respective. Parce que c'est vraiment d'une mauvaise foi que moi je vois un colis qui n'est pas de Mikalou, mais je garde le colis pendant des jours et des mois. Je ne dis absolument rien. Donc vous voyez que vous faites du mal entre vous dans votre service de fret. Donc nous devons être actifs, nous devons être mobiles, nous devons être aptes quand nous voyons un colis qui n'est pas de notre agence, comment envoyer ce colis et informer cette agence que nous avons embarqué votre colis qui a été égaré ici, ça arrive dans le bus de monsieur Intel. Donc pour revenir encore au reçu, quand la réclamation est faite, vous lancez les avis de recherche jusqu'à trouver une solution. La solution négative ou positive, alors il faut plutôt inviter le client à venir. Si vous avez trouvé le colis, pour lui remettre. Si vous n'avez pas trouvé le colis, et il faut faire monter la formation au chef d'agence, sinon au directeur de fret qui est M. Lee, pour voir maintenant quelles sont les dispositions, sinon quelle est la solution proposée au client. Les 30% qui est parlé dans l'article 3, en cas de perte de remboursement, le remboursement se fera après 30 jours. Alors,
Vous voyez pourquoi on demande la valeur. Le colis a payé 15 000. Mais le colis a été déclaré d'une valeur je vais parler en deux cas. Je commence au premier cas. Le colis a été déclaré d'une valeur de 100 000 et vous l'avez taxé à supposons 2 000. C'est déjà une erreur. Les 60% que la société va lui payer, les 60% de 100 000, c'est combien? Faites les calculs. Les 60% de 10 000, ça fait 6 000. Maintenant, multipliez 60% de 100 000, ça vous donnera combien? Et revoyez le prix que vous l'avez taxé. Or, si la taxation est un peu au-delà où ça corde avec le 60%, vous voyez que ça peut marcher. C'est-à-dire le colis d'une valeur de 100 000, vous l'avez taxé 15 000 ou 20 000, c'est déjà une bonne marge. Mais non, ici, ça rattrape aussi les clients véreux et les clients de mauvaise foi. Son colis était d'une valeur de 500 000. Mais pour éviter de vous payer assez d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, ne vous en faites pas, c'est un colis comme on voyait, mais la valeur, ça peut faire 50 000. Vous lui demandez, ok, madame, payez-nous par exemple 6 000 ou 5 000. Il vous paye. Les 60% de 50 000, quand vous calculez, vous voyez, ça lui fera peut-être 6 fois 5, 30. Ça lui fera peut-être 30 000, si je ne me trompe pas. Ou 20 et quelques mille. Donc, on sait d'un moment qui perd, c'est le client. Et ça lui fera une bonne leçon, parce que son colis était un colis d'une valeur de 500 000, mais le colis se perd, se gare ou se gaspille. La société lui donne 36 000 ou 30 000 ou 20 et quelques mille. Mais non, comment il fera pour compléter afin d'acheter encore un auto? Donc vous voyez, en ce moment, vous êtes protégé et quitte. Or, si la valeur n'est pas déclarée au départ, et ce n'est pas mentionné, ce n'est que par la bouche, parce que les écrits, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et à l'heure de la mondialisation, nous devons documenter les choses. Il faut écrire, c'est important. Si c'était d'une valeur de 500 000, lui vous a déclaré, vous n'avez pas écrit, et il va vous coincer en justice par rapport à ce reçu. Donc, merci beaucoup, cher collègue Fred, pour cette petite expérience. J'ai pensé vous le partager parce que nous avions des choses tout le temps qui arrivent, des télés qui se cassent à l'arrivée, des machines à coudre, des ventilos, etc. Mais vous devez faire preuve du professionnalisme et de prudence, comment vous travaillez, plutôt comment vous devez taxer les clients, comment les prévenir. Je prends un petit témoignage pour terminer. Il est arrivé, un monsieur était venu ici, ou plutôt un jeune homme avec une fille, il s'est venu expédier une télé. La télé allait à Siafoumou, chez mon collègue le CA Fontaine, et quand on leur a demandé d'ouvrir, ils ont refusé sous prétexte qu'il n'y avait plus de scotch pour refaire l'emballage. Bon, monsieur, l'agent de fret qui avait travaillé ce jour-là, a écrit sur le reçu à risque et péril. Non seulement que c'était un objet fragile, parce que c'est l'écran, il a ajouté télé non déclarée. Et parce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas essayé ça. Donc c'était fermé dans un carton. Et quand la télé arrive à Siafoumou, le destinateur, un militaire, on dirait, est allé chercher, il va à la maison, il ne vérifie pas aussi sur place, il va à la maison.